Aujourd'hui, seconde leçon de notre MOOC sur le design thinking. Nous allons essayer d'en comprendre l'origine, de quoi il est issu, et pourquoi nous arrivons aujourd'hui à ce type de pratique au sein de nos économies. Alors aujourd'hui, bien sûr, il semble difficile d'échapper à cette vague, cette mode du design thinking. On parle beaucoup de design thinking, que ce soit les designers, les non-designers. Il y a beaucoup de débats autour de ça. On va essayer d'y voir clair. D'abord, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Alors, c'est la suite d'une longue évolution des métiers du design, des pratiques du design, qui nous permet d'arriver aujourd'hui à cette idée du design thinking, comme un modèle opérationnel de production et de management de l'innovation. Il faut très vite parler d'un paradoxe français. La France a un problème avec le design, puisqu'elle parle d'une petite activité du design, qui est celle qu'on qualifie curieusement de design d'édition, ou du design de créateur, ce qui est un néologisme un peu bizarre pour un métier de création, et dont en fait l'importance dans les médias est inversement proportionnelle à l'activité économique réelle du design. Les activités du design d'édition, principalement dans le domaine de la décoration et du mobilier, représentent moins de 20% du chiffre d'affaires du design en France, et c'est pourtant là-dessus que le discours médiatique du design se fait. Quels médias parlent de telle stratégie de design de telle entreprise, de tel manager de design, de telle agence de design? C'est extrêmement rare. On a quelquefois ça dans des revues économiques ou industrielles, mais sans plus. Donc, nous avons donc ce paradoxe français du design pendant que d'autres pays, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, bien sûr, les pays scandinaves, la Corée du Sud, beaucoup aujourd'hui, l'Australie et maintenant la Chine, parlent beaucoup de design de manière totalement intégrée aux aspects sociétaux et économiques. Nous en sommes donc un peu bien loin dans notre pays. Et pourtant, nous avons une espèce d'exemplarité à montrer au monde entier là-dessus, qui d'ailleurs les connaissent bien, ces exemplarités, puisque nos jeunes designers formés dans nos bonnes écoles s'exportent extrêmement bien, et que nos designers managers sont des modèles reconnus dans le monde entier. Donc on en arrive à des choses très curieuses, comme par exemple le mot design qui devient un adjectif. Alors c'est design ou pas design, ce qui est évidemment totalement vide de sens. Donc comment parler de cette exemplarité au sein de formations pour lesquelles ce sont des vrais enjeux? Quelle formation de manager, quelle formation d'ingénieur a entendu parler du design comme un élément stratégique et opérationnel important à prendre en compte dans la création d'entreprises ou dans le management de projets? C'est extrêmement rare. En cela, le programme IDEA est un petit peu exemplaire, liant deux écoles historiques qui sont École Centrale Lyon et École Management Lyon Business School. Je vais centrer mon propos principalement donc sur le design applicatif, c'est-à-dire celui qui correspond à des demandes issues de l'économie, que ce soit pour du design intégré dans l'entreprise ou du design fait par des spécialistes externes comme des agences de design, qui est donc le cœur de la production de chiffres d'affaires pour le design en France. Il faut revenir du coup un petit peu en arrière pour comprendre d'où ça vient, cette histoire de design thinking. Quelles sont les grandes clés des évolutions du métier du design? Alors il faut rappeler que le design est issu de l'apparition de l'industrie, puisque d'un seul coup l'industrie a eu la problématique de créer ses propres modèles adaptés à son mode de production, alors qu'on ne pouvait plus copier des modèles artisanaux par exemple. Voilà. Je peux aussi citer ce fameux livre de Raymond Lévy, qui s'appelait La laideur se vend mal, un livre de 1953, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, quasiment, dans une période de fort développement économique. Et peut-être qu'à travers ce titre, La laideur se vend mal, on en est resté à une dimension esthétisante, donc subalterne, à la limite du superflu, par rapport au travail d'un ingénieur. On va comprendre qu'effectivement, le design n'avait pas que ça comme objectif, dès le départ, dès sa création, et en tout cas, ne se limite pas à ces objectifs-là, à ces aspects-là aujourd'hui. Donc je vais vous proposer une définition officielle du design, ça sera fait, elle est éditée par l'ICSID, c'est l'International Council of Societies of Industrial Design, c'est un peu le canal historique reconnu au niveau international pour nos métiers du design, institution importante créée en 1957 par un Américain, un Français, un Allemand. La voici. Donc le design est une activité créatrice dont le but est d'établir les qualités des multiples facettes des objets, des processus, des services et des systèmes, y compris dans leur cycle de vie.
Par conséquent, le design est un acteur central de l'humanisation innovante des technologies et un acteur incontournable des échanges culturels et économiques. On voit bien là qu'on est un petit peu loin, effectivement, de ces aspects purement esthétisants. Et comment en est-on arrivé là ? Eh bien, effectivement, le dialogue entre la société, que ce soit pour sa production industrielle, ses besoins nouveaux, ses évolutions de mode de vie, s'est passé beaucoup de choses entre 1850 et aujourd'hui, de l'ère artisanale à la consommation de masse et l'ère de la mondialisation aujourd'hui, ayant connu dans les années 50 le développement d'une ère de production de masse, et en 70 l'ère de la production de masse à la consommation de masse. À chaque fois, les pratiques de design ont été modifiées, se sont adaptées, comme les autres pratiques métiers. Un exemple, pour illustrer cette évolution forte, je vais prendre la chaise bistrot, que tout le monde connaît. Donc, un dépôt de modèle dans le milieu du 19e siècle, je crois, en 1857, quelque chose comme ça. 11 millions d'exemplaires en 1911, c'est quand même pas mal. Près de 50 millions d'exemplaires au total, je crois. Et puis voilà, un modèle dont la forme est totalement nouvelle, totalement adaptée à un outil de production industrielle, du sciage automatique de mise à longueur, de la courbure à la vapeur de tout rayon de bois standardisé, et une livraison à plat, et avec un assemblage avec 4 vis. C'est un modèle peut-être qui rappelle des choses à certains, ceux qui ont monté des étagères Billy par exemple. Cette chaise est toujours fabriquée. Donc, juste quelques balises pour bien comprendre cette grande évolution. Un mouvement important, né dans le sud de l'Angleterre, Art and Craft, qui liait en fait les objectifs de création de beau et d'utilité par l'artisanat donnés à l'industrie, en évitant ainsi qu'elle produise du pas beau, et donc des choses qui ne seraient pas bonnes pour la société. Donc un mouvement assez éthique, mais qui est vraiment un des fondamentaux, effectivement, de la naissance du design. Et je vais parler du mouvement pop, en sautant quelques étapes importantes, que vous verrez en document annexe. Le mouvement pop, qui a permis de casser des modèles et d'avoir le droit de réfléchir autrement. C'est-à-dire, on a été le droit de créer des artefacts nouveaux. C'est extrêmement important pour les métiers du design et les métiers de création en général, et donc pour l'innovation. Et puis, on va parler d'un terroir industriel, qui est la Silicon Valley, la vallée de Palo Alto, en Californie. Une histoire très forte de développement des industries modernes entre l'électronique et le numérique aujourd'hui. Et, comme par hasard, terroir de formation des plus grandes agences de design mondiales. C'est là qu'est né IDEO, c'est là qu'est née l'entreprise donc de Tim Brown, le créateur de cette appellation Design Thinking. On va le voir, ce n'est donc pas un hasard. Et puis il faut comprendre que les activités du design, ce n'est pas un métier le design, c'est des métiers qui correspondent à des formations différentes, à des techniques différentes et des savoirs différents, comme les autres métiers, comme ceux de l'ingénieur par exemple, ou ceux du commerce. Alors historiquement, nous sommes bien issus du design produit, on a commencé sur les objets. Très vite, il a fallu se préoccuper de la reconnaissance des marques, est apparu le design graphique. Puis il a fallu faire de l'emballage pour cette production-là, reconnaître une marque et connaître le produit qu'il y avait dedans, c'est le design packaging. Le design d'espace a suivi, le design textile, y compris la mode, le design d'interactivité qui est aujourd'hui une des plus grosses branches d'activité du design. Nous ne fabriquons pas assez dans les écoles de jeunes designers pour répondre aux attentes du marché dans ce domaine-là d'activité. Le design avancé. Et puis, vous avez entendu aussi parler de design de service, de design alimentaire, de design global, de design management. Nous n'allons pas tout détailler là, mais voilà, comprenez juste en fait la diversité, la richesse en fait des métiers du design. Donc aujourd'hui, nous sommes passés des designs au design thinking, donc à partir de 2005 officiellement. Donc suite à cette conférence de Tim Brown au sein de l'université d'Harvard, et la création à Stanford de tous ces laboratoires de la fondation Hanslow Plattner, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard, donc laboratoire d'innovation par le design thinking. Donc Tim Brown est un des créateurs du réseau d'entreprises de design qui s'appelle IDEO, qui aujourd'hui s'appelle un réseau d'entreprises d'innovation, ils ont changé de nom, voilà, qui est issu donc de la démarche de David Kelley, ingénieur, et de Tim Brown, designer. Pour illustrer l'importance prise par le design dans les processus d'élaboration des produits et dans les processus d'innovation, je vais prendre deux exemples. D'abord, deux exemples très très connus du grand public, l'exemple Fisker,
une vénérable entreprise suédoise. Tout le monde connaît la qualité des aciers suédois, parce que ça remonte aux Vikings. En tout cas, cette entreprise a été fondée en 1649. Difficultés économiques en 1967, et oui, déjà les Chinois fabriquaient des ciseaux, qui coupaient plus ou moins bien, mais qui coupaient un peu. Et donc une forte concurrence internationale. Un repreneur arrive et découvre un prototype au sein d'un des ateliers, d'un des laboratoires de l'entreprise, pose la question, mais pourquoi ces gros bouts de plastique sur les anneaux d'usage du ciseau? C'est quand même intéressant. Et puis en plus, ils sont pas en orange. Deux réponses. Ces bouts de plastique, ils sont là parce qu'on s'est dit, tiens, ça serait marrant d'arrêter de s'esquinter les doigts en utilisant des ciseaux. On dit, oui, c'est une bonne idée. Et orange, c'est parce qu'on avait en fait une bombe de peinture orange dans l'atelier. Mais c'est pas notre métier, puis il faut surtout pas utiliser de l'orange. Enfin, c'est pas la couleur acier. Vous comprenez la suite. Aujourd'hui, Fiskars est leader mondial des outils de coupe. Il est reconnaissable. Il a innové en termes d'ergonomie. Il a maintenu son niveau de qualité. Et puis un second exemple, l'iPhone, je sais, il est un peu connu, il est un peu utilisé, mais il marche bien, puisque c'est justement une innovation parfaite issue d'une communauté de pensée entre un stratège d'entreprise, Steve Jobs, et un très grand designer manager, Jonathan Ive. Pas d'étude de marché préalable, aucune soi-disant identification de besoin marché ou d'attente utilisateur, il n'y a jamais eu une attente utilisateur sur le téléphone multitouch, ça n'existe pas. Et pourtant, là aussi, vous connaissez la suite. Un nouvel artefact a été créé et en fait un standard d'usage a été créé en fait avec ce premier jet de téléphone multitouch. En fait, c'est pas le premier jet puisque 6 mois avant, Samsung sortait un appareil directement concurrentiel, entièrement tactile, mais Samsung n'osait pas mettre en avant cette technologie comme la technologie d'avenir, comme quoi c'était le nouveau téléphone portable, mais comme une technologie dite de luxe. Pourquoi une technologie avancée serait une technologie de luxe? C'est une question qu'on peut poser. Et donc, Samsung s'est adossé à la marque Armani pour faire le premier téléphone multitouch que l'histoire a quasiment oublié. On voit bien là l'efficacité d'une vision stratégique extrêmement claire, fondée sur une valeur de marque, celle d'Apple, extrêmement claire et appliquée au cordeau. Donc aujourd'hui, nous avons identifié la genèse du design thinking à travers l'évolution des métiers du design, en constante relation avec les évolutions sociales et économiques de nos sociétés. Et nous savons maintenant pourquoi et comment parler de design. Nous allons donc enfin pouvoir aborder les aspects plus opérationnels de sa pratique.